Combien de temps cela vous prend-il pour vous rendre de votre domicile jusqu'à votre lieu de travail à l'heure de pointe? Est-ce envisageable pour vous de vous déplacer uniquement en transport en commun? Les besoins en matière de transport collectif changent et augmentent dans la région des Basses-Laurentides et c'est là-dessus qu'on se penche ce soir à Perspective. Les élus de la région sont unanimes. L'offre de transport collectif ne suffit plus à la demande sur la couronne nord de Montréal. Entre les années 1980 et 2010, la population des Laurentides a plus que doublé et la région sera une de celles qui connaîtra la plus forte augmentation démographique dans les 30 prochaines années. Ça représente près de 830 000 personnes et ça fait beaucoup de monde sur la route. Depuis la pandémie de COVID-19 et la popularisation du télétravail, les habitudes de mobilité de la population basse-laurentienne ont changé. Les déplacements ne se font plus uniquement du nord vers le sud, mais se font aussi sur un axe est-ouest qui reste à être développé. Les difficultés financières d'Exo et les retards du lancement du REM à Deux-Montagnes s'ajoutent au problème. La densification de la population, le changement des habitudes de mobilité et la crise environnementale placent les Basses-Laurentides au pied du mur. Comment résoudre ce problème? Qui pâtit le plus de ce manque de services? Et à quoi ressembleraient les Basses-Laurentides avec un réseau de transport en commun adéquat et adapté aux besoins de la population? On débute la discussion en studio avec Denis Martin. Monsieur Martin, vous êtes maire de Deux-Montagnes et aussi président de la table des élus et des préfets de la Couronne-Nord. Vous faites du travail de représentation auprès du gouvernement pour un meilleur réseau de transport dans la région. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler les principales demandes que vous faites au gouvernement en matière de transport? C'est certain que c'est un débat qui dure depuis plusieurs mois. Là. Nous, nos demandes, c'est effectivement d'avoir un investissement accru en transport en commun. Ce qui a changé sur la Couronne-Nord, c'est plus le transport est-ouest. Il y a beaucoup moins de transport. Il y en a autant. Il y a du transport vers le centre-ville, c'est différent. Donc, la congestion est majeure là, dans la région du Nord. Et il faut avoir des investissements là, dans le service d'autobus ou un service est-ouest pour desservir la population. En plus des investissements, je pense qu'il y a la question aussi de la gouvernance là, dans la région qui est un enjeu pour vous. Effectivement, là, ils ont, en 2017, là, fusionné les anciennes CIT, là, les anciennes sociétés de transport. Il y a eu la COVID, donc il y a eu différents temps qui ont passé, mais là, on doit reprendre un peu, si on veut, la gouvernance là, de nos sociétés de transport. Les 20 maires de la Couronne-Nord sont d'accord avec ça pour qu'on puisse avoir notre mot à dire sur l'aménagement et le transport local dans nos villes. Donc, on est responsable de l'aménagement, mais ça devient lourd. Là, c'est des structures qui sont beaucoup plus lourdes qu'elles étaient auparavant. Donc, nos demandes, c'est justement de ramener la gouvernance peut-être au niveau de chacune de nos MRC pour qu'on puisse avoir une facilité de travailler avec notre service d'autobus. Selon vous, est-ce que ça se passe bien en ce moment, les discussions? Est-ce qu'il y a de l'avancement ou je ne sais pas ce que vous pouvez nous en dire? Bien, c'est certain que les discussions qu'on a via l'RTM, ça prend des changements législatifs mineurs là, au niveau de la loi sur les sociétés de transport. Là. Donc, on a demandé ces changements législatifs-là pour nous permettre peut-être d'avoir justement la Couronne-Nord qui s'occupe du service d'autobus local et la Couronne-Sud, parce que présentement, on est regroupé Couronne-Nord, Couronne-Sud et ainsi que les trains de banlieue. Donc, ça fait une grosse organisation. Donc, on est dans le menu détail, là, mais pour nous, c'est important là, pour l'ensemble des maires qu'on puisse reprendre cette gouvernance-là. En décembre dernier, Geneviève Guilbeault avait annoncé un peu plus de 12 millions de dollars en transport collectif pour la Couronne-Nord. Est-ce qu'on a commencé à voir les répercussions de cet investissement-là? C'est ça, on a demandé différents projets pilotes là, pour la région. Donc, il y a des entreprises, des parcs industriels de Terrebonne, Mirabel, Saint-Eustache. Bien souvent, les travailleurs ne peuvent pas arriver d'ailleurs pour se rendre directement là ou ils font, exemple, ce qu'on appelle la run de lait. Là, ils arrêtent à plusieurs endroits, donc ça devient plus avantageux pour eux de prendre l'automobile. Donc, là, on veut des liens directs. Donc, ce projet pilote-là permet d'avoir des liens directs. Donc, le projet pilote à Mirabel part de la station Montmorency, ça rend directement dans le parc industriel de Mirabel. Donc, cette subvention-là nous aide justement à financer ce service particulier-là et d'autres projets sont en cours là, de réalisation. Et c'est les parcs industriels et les préfets des MRC là, qui s'occupent justement de promouvoir ce service-là. Et pour ce qui est du REM, là, on sait qu'il y a eu beaucoup de retards qui se sont accumulés, mais là, il y a une entrée en service qui est prévue tout bientôt, normalement. Ouais. Est-ce que, selon vous, ça va pouvoir enfin alléger le réseau ou c'est juste...
une goutte d'eau dans l'océan? Ben, je dirais que ça va certainement alléger le réseau. Là. Nous, on espère mi-octobre, fin octobre, donc les pourparlers qu'on a avec les gens du REM, c'est intéressant. Le train de banlieue, la ville de Deux-Montagnes, la ligne de Deux-Montagnes, c'était la plus achalandée. Là, donc, de ramener ces gens-là dans le réseau avec un service adéquat, là, ça va beaucoup alléger un peu la congestion autour. Mais encore là, comme je vous parlais au début, c'est le Est-Ouest là, qui est un problématique. Donc, c'est pas tout le monde qui va aller au centre-ville. Et même, je m'en venais ici tantôt, dans l'après-midi, puis il y a toujours la congestion sur la 640. Donc, il faut améliorer ces dessertes-là, puis ça, c'est important. Si vous vous permettez de rêver, là, pour vous, ça ressemblerait à quoi le réseau idéal, les Basses-Laurentides, avec justement une gouvernance régionale, puis les investissements qui vont être. C'est ça, nous, on va avoir dans les attraits dans nos principaux pôles, les pôles de santé, les pôles industriels, les pôles de travail, puis les pôles commerciaux. Là. Donc, s'assurer là, justement que chacun de ces pôles-là soit desservi pour l'ensemble de notre population. Un service qui est fréquent, qui ne demande pas justement multiples transferts d'autobus. On a fait le parcours là, pour me rendre de Deux-Montagnes à Terrebonne dans le parc industriel. Il fallait passer par Laval, puis on avait pour 2h30. Donc, il faut améliorer cette fluidité-là puis s'assurer que chacun de ces pôles-là sont desservis de façon adéquate. Ça, c'est notre rêve, là, si on veut. Puis vous estimez à combien le montant là, pour arriver à ce que les Basses-Laurentides soient desservis convenablement? Bien, le coût total, c'est environ 100 millions au niveau des Basses-Laurentides. Là, fait qu'il faudrait un 25 additionnel, je veux dire un 25 millions de plus dans le réseau d'autobus là, pour nous permettre justement de bien desservir notre population. Là. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. C'est un coût qui est intéressant. Il faut regarder aussi où va le 100 millions que nous, on dépense. Est-ce que ça va dans les services qui sont adéquats ou on doit les refigurer et changer un peu d'optique? Donc, on parle beaucoup des trains de banlieue où l'achalandage a complètement baissé depuis la COVID. Donc, il faut regarder chaque mode puis optimiser ces modes-là. On continue la discussion avec Geneviève Boisjoli, que l'on rejoint à Montréal. Madame Boisjoli est professeure agrégée au département des génies civils, géologiques et des mines à Polytechnique Montréal et vous êtes spécialisée en génie du transport. Alors, pour commencer, Madame Boisjoli, qu'est-ce qu'on risque si on n'investit pas assez en transport collectif? C'est une excellente question pour commencer. On risque beaucoup. Donc, toutes les recherches sont unanimes sur le sujet. Si on veut être en mesure d'avoir un système de mobilité qui répond aux besoins des populations dans des contextes urbains qui grandissent, donc la population grandit, on n'a pas le choix de passer par le transport collectif. Ça a été démontré partout. Il y a seulement le transport collectif qui va permettre de déplacer efficacement beaucoup de gens, puis qui va assurer une bonne qualité de vie pour la population tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Là, on a les voitures électriques, mais ça va pas résoudre les problèmes de congestion, d'utilisation de l'espace, de sécurité, d'équité, de convivialité. Là. Donc, on n'a vraiment pas le choix d'investir en transport collectif. Puis, le transport collectif est structurant pour l'aménagement du territoire. Donc, plus on attend, plus on a un territoire qui se développe autour du réseau routier, avec une faible densité, une faible mixité des usages, ce qui fait que c'est difficile après ça d'adapter le territoire de façon compétitive pour le transport en commun. Justement, est-ce qu'on investit trop dans le réseau routier puis pas assez en transport collectif? Ça, c'est une bonne question de journaliste. C'est sûr que, effectivement, si on veut justement atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, mais aussi d'amélioration de la qualité de vie, d'inclusion sociale, économique, pour l'ensemble des citoyens, on n'a pas le choix d'investir davantage dans le transport collectif. Puis par le fait même, on va avoir moins besoin d'investissement en transport routier. Donc, quand on a des alternatives pour l'ensemble de la population, quand les gens peuvent facilement, confortablement, à toute heure de la journée, pour tous leurs besoins de déplacement, ou pour la plupart de leurs besoins de déplacement, utiliser le transport en commun, on a moins besoin de la voiture pour se déplacer. Donc, on a moins besoin d'investir dans les transports routiers. On a moins besoin d'une grande capacité, des plus petites rues. Elles sont moins utilisées, donc moins usées. Donc, ça va de soi qu'on investit en transport collectif. On peut réduire les investissements dans les transports routiers et routiers.
jeunes dans tout ça? Comment voient-ils le problème et quelles sont leurs habitudes de déplacement? Nous nous sommes rendus au collège Lionel Groulx qui accueille plus de 7000 personnes étudiantes venant d'un peu partout pour sonder le terrain. J'assume que généralement, tu te rends à l'école en vélo? Parfois, oui. Est-ce que sinon, tu prends quoi en fait pour te rendre sinon? La voiture. Est-ce que généralement, vous arrivez toujours en auto à l'école? Oui. Ben, moi, la vignette. Okay. Ouais. Moi, ça dépend. Si mon père n'utilise pas son auto, ben je viens, sinon je prends le bus. Comment tu te rends à l'école généralement? En voiture. En bus. En voiture, ouais. Je me rends en voiture, puis après ça à pied, parce que je parque à l'autre bout du monde. En autobus. En bus. À pied? En voiture. Autobus, mais il y a beaucoup de problèmes avec les autobus, donc... Pourquoi tu décides d'opter pour l'auto, mettons, versus le vélo ou l'autobus? Ça dépend si c'est disponible. Puis tu prends-tu l'autobus des fois pour te rendre? C'est sûr, derrière, oui, mais là, vu que je peux y aller en vélo puis il fait pas froid. Qu'est-ce qui fait que tu prends pas les transports en commun en général? Moi, j'habite dans la campagne, fait qu'il n'y a pas vraiment de transport en commun. Je peux pas vraiment prendre le bus. Il n'y a pas de station proche de chez moi. Je peux pas marcher. La station la plus proche est là à 45 minutes. Donc c'est ça, je dois me rendre en voiture. Qu'est-ce qui fait que vous prenez pas les transports en commun? C'est vraiment trop long. J'habite à genre 15 minutes, c'est 1h30 de bus. Ouais, moi, Ouais, c'est puis je dois genre quasiment prendre 2 heures. Je dois faire genre 3 bus, là. Pourquoi tu décides de pas prendre les transports en commun? Parce que j'habite déjà vraiment trop loin, puis le transport en commun à 3h du matin, ça me tente pas. Pourquoi vous décidez de pas prendre les transports en commun généralement? Ben moi, il n'y en a pas chez nous. J'habite à Mirabel, à côté des outlets. Il n'y a pas d'autobus. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. Genre, je préfère prendre ma voiture. Pourquoi ça t'intéresse pas? Je préfère conduire, être plus autonome. Est-ce que ça t'intéresserait toi de prendre l'autobus s'il y en avait qui était accessible dans ton coin? Ben vu que j'ai un char, non. Si j'avais pas de char, ouais. Pourquoi t'optes pour ce moyen de transport-là? Parce que c'est plus simple que l'autobus. Ouais. Puis pour quelle raison, mettons, tu prends pas l'autobus? C'est juste parce que ça prend trop de temps. Ouais. Puis l'hiver, tu sais, là, c'est pas l'hiver en ce moment, là, mais l'hiver, c'est quand même un peu plus froid, fait que je suis plus frileuse, mettons. Et toi, pourquoi t'optes pour l'autobus? J'ai pas de voiture. Pourquoi t'optes pour l'autobus? C'est financièrement plus efficace, puis c'est pas long, fait que... Pourquoi tu choisis de prendre l'autobus? Ben, parce que j'ai pas trop le choix. Genre, j'ai pas d'auto, fait que faut que je me rende. Pourquoi t'optes pour cette façon-là d'y aller? Parce que c'est le moyen le plus simple. Comment vous trouvez le système pour les autobus? Ici, pour vrai, comme à Sainte-Thérèse, Rosemère, c'est pas si pire. Mais je trouve qu'à Terrebonne, c'est à chaque 1 heure. Puis si tu manques l'autobus, tu dois appeler un taxi pour aller à l'école. Comment tu trouves le système d'autobus ici? J'habite quand même loin, il passe quand même genre à chaque heure. Des fois, j'aimerais qu'il passe genre plus vite, mais sinon ça va, là. Généralement, t'es satisfait du service? Très satisfait. C'est horrible, ouais. Comment ça? Ben, pour juste venir ici, ça me mettrait 1 heure, 1h30, alors qu'en voiture, c'est 15 à 20 minutes. Quelle raison il y a ces délais-là? J'ai pas de moyen de transport dans ma ville. Il y a un autobus le matin puis un autobus le soir. T'es dans les Laurentides? Ouais. Comment tu trouves le système généralement? En vrai, c'est bien. Pour vrai, c'est bien fait. J'ai souvent du 20 minutes, 10 minutes de retard. Puis hier matin, mon autobus, en fait, j'étais à l'arrêt puis il était trop plein, il a juste passé. Là. Et je suis même pas rentré dedans. À quoi ça ressemblerait là, concrètement une région qui est bien desservie par les transports collectifs? Est-ce qu'on a des exemples ailleurs au Québec ou ailleurs dans le monde là, où c'est comme un peu un exemple idéal? C'est sûr qu'il y a des défis de transformer le territoire qui prend nécessairement du temps, mais une région, disons, suburbaine, qui n'est pas nécessairement dans des quartiers extrêmement denses, extrêmement mixtes, qui va avoir du succès, c'est une région qui va décentraliser ses services de transport en commun. Puis c'est un peu ce qui a été proposé là, par les préfets de la Couronne Nord, je crois, si je me rappelle bien. On parle de la même chose sur la Couronne Sud. Donc, on n'a pas le choix d'avoir un système décentralisé, puis un système qui est intégré avec la planification des territoires. Donc, des stationnements incitatifs qui utilisent un énorme espace autour d'une gare, ben, ça permet pas justement d'avoir un développement intégré du territoire qui assure que les gens peuvent répondre à leurs besoins localement autour de la gare, par exemple, dans leur quartier, plutôt que d'avoir besoin de l'automobile pour recourir à l'ensemble de leurs services. Puis ça, on le voit, par exemple, dans différentes régions, différentes villes. Moi, j'habite en Suède, qui a une densité de population similaire là, à ce qu'on voit au Québec, si on exclut le nord du Québec qui est très peu peuplé. Puis, on parle beaucoup de polycentrisme, donc il y a des noyaux urbains qui sont très denses autour des gares, qui sont connectés localement avec des réseaux de transport en autobus ou en train, tramway extrêmement performants, puis qui sont reliés aux autres nœuds urbains avec un système de train, justement. Donc, il faut qu'on soit capable de faire nos déplacements locaux, épicerie, garderie, loisirs,
mais aussi régionaux, par exemple, pour aller travailler. Donc, ça demande les deux. On doit planifier localement, mais aussi régionalement. Donc, quels sont les moyens là, qu'on peut mettre en place pour que ça arrive? Là, vous parliez justement de décentraliser ces prises de décision-là. Ben, je parle surtout de décentraliser les réseaux de transport, pas nécessairement les prises de décision. Donc, vraiment s'assurer qu'on sort un peu du paradigme de déplacement de masse vers le centre-ville aux heures de pointe pour vraiment répondre à des besoins plus locaux. Donc, on disait, j'ai vu dans justement un document des préfets de la Couronne-Nord que 60% des déplacements seraient locaux. Donc, on n'est plus dans la vision que les banlieues sont des banlieues dortoirs où les gens font juste dormir, puis que le service de transport en commun sert juste aux gens pour aller travailler au centre-ville. Donc, ça demande vraiment une concertation régionale pour développer des initiatives structurantes. Donc, on a vraiment besoin d'initiatives structurantes. On parle beaucoup du transport à la demande. Oui, ça peut être une solution ponctuelle pour offrir rapidement un service, mais ça n'a aucun effet sur le territoire. On a besoin d'initiatives structurantes, que ce soit des réseaux, des services rapides par bus, des nouvelles infrastructures, par exemple, sur rail. Donc, on a besoin de ces initiatives structurantes-là. Puis, évidemment, pour faire tourner la roue dans l'autre sens, on a besoin d'investissements massifs. Ça peut pas se faire avec des petits investissements ici et là. Si on veut renverser la tendance, on a besoin d'investissements massifs en transport en commun. Donc, selon vous, c'est possible là, pour les Laurentides d'aspirer à un jour être desservis convenablement là, en transport en commun? Absolument, absolument. Il y a une densité de population qui est là. Il faut simplement revoir comment on développe les pôles de services en lien avec le transport en commun. Il devrait y avoir des améliorations. Puis juste les fréquences aussi au niveau des autobus. Comme là, c'est pas si pire, mais dès qu'il va être 4 heures, tous les bus sont toujours pleins. Parce que justement, ça passe pas souvent. Ça, c'est comme très désagréable aussi. Oh, aussi les retards. Personne ne peut les contrôler, mais comme des fois, c'est plate parce que les profs sont pas conciliants avec ça. Mais ouais. Mettons, par curiosité, c'est quoi le plus longtemps que tu as attendu un autobus? 40 minutes. Ouais, genre en hiver. C'est comme je me dis, c'est moins long marcher qu'attendre l'autobus, puis finalement, c'était juste plus long attendre l'autobus. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait justement pour que le système fonctionne mieux puis que les autobus fonctionnent mieux? Ben, peut-être rajouter des bus. Ouais. Puis d'autres changements de ligne, genre. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que tu prennes l'autobus? Ce serait qu'il soit plus proche de chez toi puis qu'il aille plus vite? Ça serait, avoir une station pour que ce soit plus proche. Puis deuxièmement, aussi avoir un moyen de me rendre parce que moi, il n'y a pas de trottoir. Vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour que ça vous donne le goût de prendre l'autobus? Ben, que ce soit moins long, là. C'est genre 15 minutes de voiture, c'est 1h30 de bus. Ouais, c'est ça. Ça soit moins long. Et selon toi, qu'est-ce qui devrait être fait pour te convaincre peut-être de prendre les transports en commun? Peut-être qu'ils passent comme au plus 15 minutes à la place aux demi-heures puis aux heures, qu'ils arrêtent de pas passer des fois aussi aux 2 jours. Et selon toi, mettons, pour régler ce problème-là de délai, qu'est-ce qui devrait être fait? C'est vraiment, moi, être plus efficace dans, des fois, ma gestion du temps. Selon toi, qu'est-ce qui devrait être fait, justement, pour que le moyen de transport d'autobus soit plus facile? Qu'ils le développent, puis ce qu'on paye en assurance, puis les frais de moyens de transport qui soient vraiment prouvés. C'est vraiment un travail chez Exo, puis ils forcent les jeunes à utiliser les moyens de transport, mais c'est pas développé du tout pour ça. Qu'est-ce que, selon toi, devrait être fait pour justement que ça fonctionne mieux? Peut-être rajouter un autobus ou genre rajouter des heures d'autobus parce que c'est pas le fun. Là, genre, hier, j'ai été sauvé de quelqu'un, mais mes parents ils étaient au travail, j'aurais dû prendre un Uber, puis pas prendre un Uber à 8 h du matin. Là. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour justement que l'autobus soit plus accessible et plus facile à utiliser? Qu'est-ce qui te ferait prendre l'autobus? Si ça avait genre directement de Laval à Sainte-Thérèse, peut-être. Là, je prendrais, mais sinon, à voiture toujours. Est-ce que ça t'est arrivé d'attendre très longtemps pour l'autobus? Oui, ça oui, des fois ça l'arrive. Si 1h30, genre. Ouais, mais ça dépend si je manque le bus, puis en tout cas. OK, il y en a comme quelques-uns à prendre, genre. OK, je comprends. La pire fois, c'est quoi le plus longtemps que t'as attendu un autobus? 709. La 709. Je l'ai attendu peut-être une fois, je crois 40 minutes. Hein. Ouais. On
continue la discussion avec Ghislaine Maranger. Madame Maranger, vous siégez sur le conseil d'administration du regroupement des usagers de transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord. Alors, pour commencer, comment est-ce que vous qualifieriez le transport adapté et collectif dans les Basses-Laurentides? Nous autres, Saint-Jérôme est avec Exo. Il part de Saint-Jérôme puis s'en va vers le sud. Et toute la partie après Saint-Jérôme, c'est le TAC. Exo finit avec nous à Saint-Jérôme. Et insister pour avoir notre voiture assez bonne heure, là, pour pas être en retard. Quand j'appelle, je mentionne, mettons, exemple, je vais aller au CHUM. Mon neurologue est au CHUM à Montréal. C'est rendu qu'il faut que je demande ça. Quasiment 1 heure d'avance pour être à l'heure. À cause de la 15, puis des travaux autour du CHUM qui n'en finissent plus à Montréal. Il manque de chauffeurs, il manque de voitures. Un exemple, moi, je m'en vais au CHUM au mois de mai dans une petite voiture de taxi. Ils ont dû défaire ma chaise roulante pour l'insérer dans sa valise parce qu'elle n'entrait pas. Je vais m'asseoir en avant et il veut grogner parce que c'est plus facile pour moi de m'asseoir en avant qu'en arrière. Rendu chez le neurologue, je dis, voyons donc, défaire ma chaise roulante, une petite voiture pour aller voir, ça n'a pas de bon sens. Là, après ça, il m'a dit, voyons, il dit, ça vous prendrait une voiture où vous entrez avec votre chaise roulante, puis on vous déménage pas de là. Si je comprends bien, c'est pas parfait. C'est pour ça qu'on a fait une espèce de manifestation, nous autres, l'année passée, le 18 mars, pour dire aux gens, aux autorités, mais à tout le monde aussi, on peut-tu avoir un service de qualité qui... c'est pas parce qu'on est handicapé de toute forme que ce soit qu'on reste chez nous à se tourner les pouces puis on bouge pas. Parce que ce soit pour le scolaire, pour le professionnel, le rendez-vous médical, le social même. Et tu dis à un moment donné, j'aimerais bien sortir de la maison, faire comme tous les autres, aller voir un spectacle. Et faut s'arrimer. Donc, en ce moment, c'est quoi les options pour quelqu'un qui est en situation de handicap pour se déplacer avec le transport adapté? Donc, vous avez dit qu'il faut appeler Exo. Comment ça fonctionne? Il faut appeler ici à Sainte-Thérèse. La maison mère est ici à Sainte-Thérèse, Exo. Et puis, on dit, par exemple, la dernière fois que j'étais arrivée chez le CHUM, j'avais 20 minutes de retard. Ils m'ont refusé. Je dis, hey, je pars de Saint-Jérôme. J'ai fait un mousse de chemin pour me rendre chez vous. 20 minutes de retard parce que la voiture fumait. On a dû arrêter un chemin, prendre un autre véhicule pour s'en aller. Donc, j'ai perdu du temps. Et ça m'énervait, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je suis arrivée en retard. On disait pas, dit, vous êtes en retard. Puis j'ai dit, c'est que je suis en retard. C'est pas moi qui suis en retard, c'est le transport adapté. Mais on m'a dit, revenez. T'en maudit dans ce temps-là. Je comprends, ça crée des situations problématiques. Voilà. Ouais. Alors, si on avait plus de chauffeurs, si on avait plus de voitures, un petit peu plus s'adapter à nous aussi, là, et que ça irait très bien. Est-ce qu'il faut appeler d'avance? 48 heures à l'avance. Tu sais, là, mais, exemple, moi, exemple qui va au CHUM à Montréal, on peut appeler une semaine d'avance pour dire aux gens, j'aimerais bien avoir une voiture. Puis c'est rendu que si mon rendez-vous est à 12h30, je mentionne autour de 11h15. Puis, ouais. Puis il y a toujours des gens disponibles? Ou des fois, c'est pas... On dit toujours, on prend ça en note. On verra, on va vous rappeler pour vous dire la bonne heure, etc. J'appelle, je laisse comme quoi... j'ai besoin de quelque chose, mais après ça, on me rappelle que la veille. Que la veille, à 6 heures. Donc, jusque-là, t'attends.
Puis donc, même au niveau des véhicules, c'est ça que vous disiez, qu'ils ne sont pas toujours adaptés. Puis, ce qui est plate dans mon cas, j'habite Saint-Jérôme. Les taxis de Saint-Jérôme ne s'occupent plus d'Exo. Donc, c'est un taxi qui part soit de Montréal, soit de Laval pour venir nous chercher. Comprends-tu toute la longueur du temps? Il y en a qui ne connaissent pas du tout Saint-Jérôme, qui viennent nous chercher à tâtons. C'est pour ça que tu mentionnes t'arriver plus tôt pour être plus tôt à ton rendez-vous aussi. Ouais. Donc, les besoins, c'est majoritairement, si je comprends bien, plus de chauffeurs, puis des meilleurs véhicules? Aussi. Puis, exemple, je m'en allais au sud, et puis le monsieur dit « Ah, je connais Montréal! » On est allé visiter le Vieux-Montréal. OK. Gratis. Il ne connaissait pas. Alors, il fallait revenir sur nos pas pour trouver l'hôpital. OK. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez là, pour le transport adapté collectif dans la région des Basses-Laurentides? Tu vois, hier, on avait une belle journée où tu avais un cours pour ces gens-là qui disaient, bien, comment tu t'adaptes à la personne qui vient te chercher. Et elle peut être, tu sais, ça peut être une personne qui ne voit rien, ça peut être une personne qui a un petit problème neurologique, mental, etc. Donc, tu dis, bon, le chauffeur doit s'adapter à la personne, aider la personne dans tous les sens du terme, bien la marrer aussi, puis dire, bon, là, nous allons à telle place, telle que vous l'avez demandé, etc. Tout ça, là, ça prend de la formation. Je te donne juste un exemple. J'ai demandé une voiture pour m'amener en quelque part à Saint-Jérôme. Et c'était un jeune. Il restait dans sa voiture de taxi. J'avais besoin d'aide pour sortir, moi, là. Je n'ai pas eu l'aide. C'est un chauffeur de camion qui venait porter une livraison à l'édifice à côté, qui est venu m'aider. Pas de sens. Donc, si toutes ces personnes-là avaient un magnifique enseignement, mon Dieu, ça irait très bien. Très bien. Donc, il reste du travail à faire. Oui. C'est là-dessus que se conclut cet épisode de Perspective. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine.